et à tous les camarades. Merci d'être avec nous pour cette discussion spéciale organisée à l'occasion des 150 ans de la Commune de Paris. Donc cette expérience révolutionnaire du peuple de la classe ouvrière parisienne. Alors pour en discuter, on a la chance d'avoir avec nous Stathis Rouvelakis. Stathis, tu es philosophe, tu es spécialiste de Marx, tu es aussi militant de la gauche radicale en France et en Grèce. Tu as écrit de nombreux ouvrages sur Marx et en particulier tu t'intéresses à la pensée politique de Marx. Donc ça tombe bien puisque la Commune, comme on va le voir, c'est un moment important de la trajectoire politique et stratégique de Marx. Et tu viens de publier ton dernier livre aux éditions sociales qui s'intitule donc Sur la Commune de Paris. Texte et controverse. Alors c'est un ouvrage, je dis quelques mots sur ce qu'il contient et je précise évidemment qu'on en a un petit stock à notre table de presse. Steven nous fait coucou et on fait même un petit prix cassé, donc c'est le moment pour celles et ceux qui n'ont pas déjà acheté. Donc pour se faire une idée, ton livre il se présente comme un recueil qui est organisé en trois parties. D'abord il y a une partie avec tout un tas de textes de Marx et d'Engels sur la Commune de Paris. Alors, certains des textes sont connus, comme par exemple la guerre civile en France, dont vous avez tous et toutes entendu parler. D'autres sont moins connus. On trouve aussi donc, des articles postérieurs, des correspondances, des lettres, des interventions aussi que font Marx et Engels dans l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, et qui donc, reviennent sur les élaborations de Marx et d'Engels sur la Commune de Paris. La seconde partie du recueil regroupe des textes et des documents plus historiques, puisque c'est des archives, c'est des textes du journal officiel, des décrets, des manifestes qui ont été publiés directement par les communards et les communardes pendant la Commune de Paris, qui étaient placardés sur les murs ou publiés, comme je disais, dans le journal officiel. Et donc c'était important pour toi, mais tu reviendras peut-être pour précisément confronter les élaborations de Marx avec ce qui avait, les expérimentations même des communards et des communardes, et une troisième partie, plus controverse, avec un ensemble d'extraits de textes d'auteurs contemporains de Marx, qui sont en fait aussi ses adversaires politiques, qui ont des lectures sensiblement différentes de l'expérience de la Commune de Paris, et pour citer les noms les plus connus, donc il y a des extraits de Bakounine, Kropotkin, Gustave Lefrançais, qui sont en fait des théoriciens anarchistes. Et alors à tout ça s'ajoute une longue introduction de ta plume, que tu as toi-même rédigée, qui constitue presque un livre dans un livre, que tu as intitulé « Événements et stratégies révolutionnaires ». Et c'est un texte dans lequel tu reviens sur les lectures qui ont été faites par Marx et Engels de la Commune de Paris, qui essayent de confronter ces élaborations qui ont été faites donc, dans le feu des événements avec les travaux postérieurs des historiens sur la Commune de Paris, et qui essaye aussi de renouveler un peu les termes du débat sur l'héritage politique et en quoi est-ce que cet héritage politique il peut nous être utile aujourd'hui pour celles et ceux qui se battent toujours pour la révolution. Donc c'était pas évident de savoir comment calibrer cette discussion, puisque à chaque fois la question c'est de savoir comment à la fois permettre à celles et ceux qui connaissent pas l'événement d'en tirer quelque chose, et à la fois la Commune de Paris, certains d'entre vous en ont aussi déjà entendu parler, donc on s'est dit qu'on allait se centrer sur les questions plus de stratégie, donc à la fois les questions stratégiques qui étaient posées par l'expérience même de la Commune de Paris, et à la fois les leçons et les enseignements que Marx et Engels ont tenté d'en tirer. Et en termes pratiques, on s'est dit que on allait commencer, je vais poser en fait à Stathis quelques questions, Stathis répondra à chaque fois, et ensuite on va essayer de faire ça pour maximum 45 minutes, histoire d'avoir un temps pour que chacun puisse évidemment poser des questions, intervenir et qu'on ait la place pour le débat. Donc la première question que je voulais te poser, Stathis, alors elle est en lien avec le 150naire, tu reviens sur les enjeux politiques du 150naire dans ton introduction, puisque tu montres que contrairement à une séquence précédente dans laquelle la Commune de Paris aurait pu être transformée en objet froid, aujourd'hui la Commune de Paris elle redevient un objet
de controverses politiques. Je crois que tu cites dans ton introduction, par exemple, les propos de Macron qui disait, je ne sais plus quand, Versailles, c'est là où, à chaque fois que la République était en danger, elle s'est retranchée, donc en référence aux Versaillais qui étaient les forces réactionnaires qui s'étaient retranchées à Versailles au moment de la Révolution parisienne. Mais tu reviens aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une tentative de la part de certains penseurs de gauche, mais gauche républicaine, de se réapproprier l'expérience de la commune, d'en faire finalement un moment important d'histoire républicaine. Et alors toi, tu t'opposes, en tout cas tu polémiques avec cette tentative de réinscrire la Commune de Paris comme un événement de l'histoire républicaine. Et tu insistes au contraire sur le fait que la Commune de Paris, c'était une expérience, et ça reste une expérience absolument inédite, et que, évidemment, même si elle s'inscrit dans l'histoire des révolutions du XIXe siècle, elle marque en même temps une rupture et qu'elle reste inédite. Est-ce que tu peux commencer peut-être par revenir là-dessus ? Bonsoir camarades, tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. Je voudrais remercier aussi en particulier Marina pour avoir organisé ce débat, mais aussi, vous le savez sans doute aussi, de m'avoir énormément accompagné, aidé tout au long de la mise au point en fait de ce travail, qui a permis, je ne le dis pas pour me faire des lauriers, mais il y avait un risque en fait, pour répondre maintenant à sa question, que Marx et Engels soient absents des publications, en tout cas du 150aire, et que ça reste un peu des références qui planent un peu sur le débat, mais sans qu'on entre dans le concret, dans le vif du sujet. Alors, tout d'abord, je crois que c'est intéressant, on pourra en revenir lors du débat, voir aussi comment vous avez perçu ce 150aire, si vous en avez entendu parler, si oui, comment, dans quelles circonstances, de quoi il s'agissait, mais disons que si on compare ce 150aire avec le centenaire, que je n'ai pas vécu, j'étais tout petit à l'époque, et je n'étais pas à Paris d'ailleurs, ou en France même, mais il est clair qu'au moment du centenaire, donc 1971, il y a des commémorations militantes et politiques très très fortes de la commune de Paris. Je vois ici une camarade qui peut-être a des souvenirs plus directs du centenaire. Les manifestations ont été des manifestations absolument énormes. Il y a eu deux grosses manifs à Paris, l'une essentiellement du PC et de la CGT avec 70-80 000 personnes, et l'autre des organisations d'extrême gauche qui en a rassemblé au bas mot 20 à 30 000. Donc ça donne quand même une idée un peu du caractère de masse de ces commémorations, un flux énorme de publications, et dans ces publications, les références à Marx, à la manière dont la commune a été travaillée, intégrée dans l'histoire du mouvement ouvrier, étaient absolument omniprésentes. Donc la commune était vraiment un événement qui était au centre des discussions du mouvement ouvrier, de la gauche au sens large du terme, même de la gauche socialiste modérée. Il y avait beaucoup de choses sur la commune, et ça peut se comprendre. On était dans un contexte quand même 3 ans après mai 68 en France, et mai 68 a donné une impulsion énorme au renouvellement, y compris des études historiennes et historiques sur la commune. Donc on était vraiment dans un moment de grande effervescence. Bon, là, je ne dis pas que qu'il n'y a eu rien, il y a eu des choses, on était quand même plusieurs milliers aussi le 29 mai lors de la montée au mur des fédérés. Il y a eu aussi des publications, mais enfin rien de comparable. Évidemment, ça reflète aussi l'état dans lequel se trouve le mouvement ouvrier et ses organisations dans la conjoncture actuelle. Par contre, ce qui n'a pas bougé, c'est le discours d'en face, ou très peu en réalité. Et ça a été, Marina a rappelé les propos de Macron en 2018, en fait, dans un documentaire qui a été montré sur France 3, qui était consacré à Versailles, dans lequel Macron exprimait son enthousiasme pour Versailles. Le palais, vous savez, c'est un grand fan de Versailles. Versailles a rarement été autant utilisé ces dernières décennies pour diverses occasions officielles que sous le mandat de Macron. Et donc il a glissé que oui, donc quand la République a été menacée, elle s'est réfugiée à Versailles. Or, ça n'a pu se passer. Il n'a pas nommé la commune, mais ça ne peut faire référence qu'à cette situation-là.
Ce qui, à mon avis, est encore plus caractéristique, c'est l'historien conservateur Pierre Nora s'exprimant sur France Inter et répondant à la question est-ce qu'il faut commémorer, à votre avis, en cette année, Napoléon et la Commune de Paris? Il a répondu Napoléon, oui, la Commune de Paris, non. Et pour justifier d'ailleurs son refus de commémorer la Commune de Paris, il a dit vous savez, lors du centenaire, Pompidou est monté au mur des Fédérés et il s'est incliné devant le mur des Fédérés. Le mur des Fédérés, c'est là où l'un des derniers combats de la Commune de Paris ont eu lieu et où une fosse commune a accueilli les cadavres de centaines de communards. Et donc il s'est incliné, il a dit, vous voyez bien, si Pompidou a fait ça, ça veut dire que le mouvement ouvrier ne fait plus peur à personne. Sauf que l'historien Pierre Nora a carrément inventé et menti de façon tout à fait délibérée. À ce propos, Pompidou n'est jamais allé au mur des Fédérés. Tout ça, c'est du pipeau. Donc, ça montre, bon, premièrement, évidemment, l'état de complète décrépitude intellectuelle et morale, même de quelqu'un comme Pierre Nora, mais qu'on peut considérer comme parlant au nom du régime et de l'État français tel qu'il est actuellement. Donc la Commune est exclue du récit national en France. Elle est quasiment absente des programmes scolaires. Elle a fait une très timide entrée pendant quelques années. Elle a été à nouveau évacuée. C'est juste dans un manuel d'où les enseignants peuvent, s'ils le veulent, faire un usage en quelque sorte facultatif. Il y a quelques photos de Louise Michel, mais quasiment rien sur la Commune. Donc, en réponse à cette exclusion, des historiens, si vous voulez, de ce qu'on pourrait appeler la gauche républicaine, essayent de réintégrer la Commune dans le récit national, pour utiliser leur terminologie, en la replaçant dans l'histoire républicaine de la France, en disant, voilà, écoutez, les communards étaient avant tout des républicains, donc la Commune, en fait, est un moment républicain. La conclusion, c'est que une partie des idées, enfin celles qui étaient les plus valables ou les plus raisonnables, si on veut, de la Commune, ont été réalisées sous la Troisième République. Par exemple, la séparation de l'Église et de l'État. Par exemple, l'éducation laïque et obligatoire et gratuite de Jules Ferry. Donc voilà, la Commune a, certes, bien sûr, c'est un épisode tout à fait, la répression est tout à fait un épisode tragique, tout à fait malheureux, mais elle s'insère dans cette longue tradition républicaine. Alors bien sûr, la Commune a eu comme mot d'ordre la République démocratique et sociale, ce qui était déjà le mot d'ordre de la Révolution de 1848. Donc vous voyez, voilà, comme ça, on peut intégrer la Commune dans une sorte de version relativement consensuelle, on va dire, de l'histoire française. Bon, le problème, c'est que il y a un effort très clair pour refouler la violence de l'affrontement auquel la Commune a donné lieu. C'est un effort pour gommer le contenu de classe de cet affrontement, contenu de classe qui était, et c'est ça qu'il faut souligner, tout à fait évident pour les contemporains. Il suffit de lire quelques discours faits à l'Assemblée nationale qui siégeait à Versailles, non pas de monarchistes, je rappelle que cette Assemblée avait une majorité, une très large majorité réactionnaire, monarchiste et bonapartiste, donc anti-républicaine, mais même les républicains bourgeois qui siégeaient dans cette assemblée et qui étaient des féroces adversaires de la Commune, qui n'ont rien trouvé à redire et qui ont même participé activement à la répression du mouvement communard, ils en parlaient comme une menace pour l'ordre social. C'est tout à fait évident. Quand on lit un discours de Jules Favre, par exemple, je cite les propos, je ne vais pas les lire maintenant, mais c'est pour dire que les communards veulent renverser le régime de la propriété. Donc il faut mater cette rébellion, cette révolte. Thiers lui-même, qui est le chef du gouvernement, de l'exécutif versaillais, quand il s'adresse à Bismarck, c'est d'ailleurs un historien républicain peu de temps après qui a publié cette lettre, lui dit « Laissez-moi mener, c'est en mai, peu avant la semaine sanglante, laissez-moi mener la répression contre les communards, parce que vous et moi,
nous battons pour le même ordre social. Donc laissez-moi faire le travail, parce que si c'est les Prussiens qui le font, bon, ça risque quand même d'être plus problématique, donc laissez-moi faire ça. Donc l'idée que là, on a affaire à un affrontement de classes qui va jusqu'à la guerre civile, hein, pour citer le titre de l'écrit célèbre de Marx, la guerre civile en France, c'est ça qu'il s'agit de refouler, et le massacre terrible qui s'en est ensuivi. Alors, quand on va maintenant sur le fond, on va y revenir sans doute, mais là, je vais m'arrêter ici pour ne pas être trop long. La nouveauté de la Commune par rapport aux épisodes révolutionnaires précédents, d'une certaine façon, c'est la Commune elle-même. Hein, c'est-à-dire, la Commune, c'est réclamer de l'héritage républicain révolutionnaire, hein, celui de la Révolution de 1789, 93 et de 1848. Oui, en 1848, il était déjà question d'une république démocratique et sociale. Il était déjà question en 1848 de réorganiser le travail, par exemple, hein, d'organiser le travail et d'introduire une réforme du fonctionnement de l'économie. Il y a une commission qui avait été instaurée par le gouvernement républicain de l'époque qui travaillait sur ces questions. Mais ce qui, en fait, a été discuté dans le mouvement ouvrier dans la période qui suit, 1848, sous l'Empire, hein, dans les conditions qui étaient celles très difficiles, hein, de répression de l'Empire, c'est l'idée d'une forme d'autogouvernement des producteurs. C'est ça, la Commune. L'idée de la Commune, c'est donner un contenu complètement nouveau à la République. Pas simplement un contenu social, concevoir la République comme un régime qui est créé par le bas, mais aussi par le haut, mais sur l'initiative de ceux d'en bas, et devant conduire à l'autogouvernement des producteurs. L'idée de commune, si vous voulez, c'est pas simplement la commune telle qu'on l'entend actuellement, hein, la France divisée en 36 000 communes, c'est concevoir chaque commune comme une forme d'autogouvernement populaire. Alors, on va entrer par la suite, je ne vais pas trop anticiper sur ce qu'on va discuter par la suite, mais c'est ça, disons, l'idée. Ouais, eh ben, ça me permet directement de faire le lien avec la deuxième question que je voulais te poser sur le caractère de classe de la révolution, de cette révolution parisienne. Alors Marx écrit, il y a plusieurs formules qui sont restées assez célèbres de la guerre civile en France, qui est donc l'écrit principal de Marx sur la Commune de Paris. Il écrit à propos de la Commune, son véritable secret, le voici, c'était un gouvernement de la classe ouvrière. Alors, ça peut, c'est dans la continuité de ce que tu étais en train de dire, et en même temps, ça ne va pas forcément de soi, puisqu'en 1871, la classe ouvrière, elle n'a pas les mêmes visages qu'aujourd'hui, évidemment. La France, à ce moment-là, c'est un pays très largement paysan, enfin, je veux dire, où la paysannerie est très largement majoritaire. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu plus concrètement sur cette formule de Marx, et y compris la confronter aux réalités historiques et sociologiques de ce que c'est le peuple parisien et la classe ouvrière à Paris à ce moment-là, d'autant plus que, je le disais dans ton introduction, tu fais tout un travail de discussion avec les travaux des historiens, et notamment il y a beaucoup d'historiens qui ont dit et redit que, soi-disant, Marx, il avait en fait un peu rien compris à la Commune de Paris, il était de loin, hein, il était à Londres, Marx, il n'était pas directement présent à Paris, et que finalement il aurait calqué ses analyses sur la réalité parisienne. Donc toi, tu t'efforces au contraire de montrer que c'est pas le cas, donc est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus pour les camarades? Bien, alors, tout d'abord, il faut expliquer très brièvement, bien sûr, ce qu'a été la Commune de Paris. Alors, bon, vous savez sans doute que le 18 mars, une insurrection parisienne permet de repousser la tentative du gouvernement versaillais, dirigé par Thiers, de s'emparer des canons de la garde nationale, qui étaient gardés par justement les gardes nationaux dans plusieurs points de Paris, à Belleville et à Montmartre, et la confrontation commence à Montmartre, à proprement parler. C'est une insurrection spontanée, mais qui survient dans un déjà-là qui a été préparé auparavant par des tentatives d'ailleurs d'insurrection qui auparavant avaient échoué, mais aussi par une situation de dualité de pouvoir qui existait à Paris entre la garde nationale d'un côté, qui regroupait
tous les hommes entre 20 et 60 ans, tous les Parisiens entre 20 et 60 ans, qui n'étaient pas intégrés dans l'armée régulière, si vous voulez, qui étaient pour l'essentiel d'ailleurs, enfin en très grande partie, en état de captivité après la défaite de la France pendant la guerre franco-prussienne. Donc cette garde nationale s'était auto-organisée en février en une véritable milice populaire, avec un système d'élection de ses chefs et de sa direction, le comité central de la garde nationale à tous les niveaux. Donc c'était, si vous voulez, une armée, une milice populaire auto-organisée, extrêmement, quelque chose de totalement inédit à l'époque. Alors, cette garde nationale se retrouve en fait à occuper le pouvoir après l'insurrection du 18 mars et la fuite du gouvernement, précisément de Thiers, qui était à Paris, vers Versailles, où se trouvait déjà l'Assemblée nationale. Que fait le comité central dès qu'il occupe le pouvoir? Eh bien, il convoque des élections qui auront lieu, après quelques reports, le 26 mars, donc 8 jours après. Et ces élections permettent au peuple parisien, enfin plutôt aux hommes, puisque les femmes étaient exclues des droits politiques à l'époque, d'élire un conseil de la commune, en principe de 90 membres, mais en fait seuls 72 vont siéger. Donc quand on dit la commune de Paris, et souvent quand les historiens se réfèrent à la commune de Paris, ils veulent dire à la fois évidemment l'ensemble de cette séquence et ce qui s'est déroulé, mais aussi le conseil de la commune. C'est 72 personnes qui ont siégé de mars à mai 1871. Alors, ce qui est remarquable, c'est que déjà la garde nationale, et en tout cas la garde nationale qui s'était organisée, qui avait participé, donc la grande majorité des bataillons, il y avait des bataillons, dits bataillons de l'ordre, qui étaient dominés par les arrondissements bourgeois. Mais en fait, déjà une bonne partie de la bourgeoisie parisienne des classes supérieures et des adversaires politiques de la commune avait fui en fait Paris et avait accompagné la fuite du gouvernement de Thiers vers Versailles. Donc déjà la composition, si vous voulez, de la population parisienne avait changé. Mais Paris à l'époque était une grande ville ouvrière. Les ouvriers constituaient la grande majorité de la population active parisienne. Et c'est dans les quartiers ouvriers, les quartiers de l'Est et du Sud parisiens, que la participation à ces élections a été la plus importante, et c'est là où évidemment la quasi-totalité des élus au Conseil de la Commune étaient des révolutionnaires, donc des républicains révolutionnaires et très largement des militants socialistes, notamment des militants de la section parisienne de la Première Internationale, de l'Association internationale des travailleurs. Alors, il y a déjà donc des faits tout à fait remarquables dans la composition de ce Conseil de la Commune. Par exemple, le fait que 33 parmi les 72 élus au Conseil de la Commune étaient des ouvriers. Alors, les historiens l'ont remarqué, il n'y a jamais eu dans l'histoire du mouvement révolutionnaire depuis, toute révolution confondue, y compris la révolution russe, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers dans une assemblée décisionnaire révolutionnaire que sous la Commune de Paris. Alors il y avait aussi bien sûr des employés, des journalistes, etc. Et un gros bataillon de membres de la Première Internationale, autour de 40% à peu près aux élections de mars. Et comme il y a eu des élections complémentaires en avril, à partir d'avril, les militants de l'Internationale sont en fait majoritaires au Conseil de la Commune. Mais alors, ça ne veut pas dire du tout, n'imaginez pas une quelconque homogénéité politique. La section parisienne de l'Internationale est divisée entre plusieurs tendances qui sont en conflit sur la plupart des questions en réalité. Et donc l'un des enseignements d'ailleurs de la Commune a été l'incapacité de donner une sorte de centre de direction politique et une forme de cohérence politique. Donc c'était extrêmement démocratique, mais aussi parfois extrêmement confus et peu efficace. Cette participation ouvrière n'était pas simplement une participation ouvrière au sommet, c'est-à-dire au Conseil de la Commune. C'était véritablement les masses populaires ouvrières parisiennes qui ont animé en réalité tout le mouvement communaliste, qui prenait diverses formes. Alors premièrement, la garde nationale, j'en ai parlé, donc la grosse majorité des bataillons de la garde nationale, c'était des ouvriers en armes, c'était le peuple, ou en tout cas le peuple masculin en armes. Les chambres syndicales et le mouvement ouvrier organisé, affaibli bien sûr par la répression qui avait précédé la Commune, par la désorganisation économique, par la conscription, par le fait que
des hommes étaient partis dans l'armée régulière, mais se reconstitue en fait sous la Commune et va pousser dans le sens d'une prise de contrôle des moyens de production. On va y revenir sans doute par la suite, mais les militants de l'Internationale, et notamment la commission du travail et de l'échange, qui était dirigée par Léo Frankel, donc un ouvrier hongrois, proche de Marx, et parmi les personnalités les plus remarquables de l'Internationale et de la Commune, avec l'Union des femmes pour la défense de Paris, une autre spécificité de la Commune, la création d'organisations féminines. Et la principale était l'Union de défense de Paris et de soins aux blessés, qui était animée par Elisabeth Dmitriev, une révolutionnaire russe qui avait fait le voyage de Londres à Paris au tout début de la Commune, qui était très liée personnellement d'ailleurs à Marx et à la famille Marx, qui, avec des militantes ouvrières parisiennes, parmi elles Nathalie Lemel, une ouvrière religieuse, proche d'Eugène Varlin, qui était le dirigeant ouvrier, sans doute la figure de proue du mouvement ouvrier parisien de l'époque, anime cette union des femmes pour la défense de Paris, qui se bat à la fois pour des revendications féminines et pour des revendications politiques, et qui va pousser dans le sens justement de la socialisation des moyens de production. Et puis il y a les clubs qui existent un peu partout dans les quartiers de Paris. Leurs réunions se tiennent en général dans les églises, après la messe, donc il y a... Les curés ne sont pas en quelque sorte chassés, mais le soir, c'est le moment des clubs. Et évidemment, il y a toute une effervescence de discussions, de presse, de journaux qui paraissent. Et donc, il y a une véritable effervescence politique qui est avant tout le produit, le résultat de l'activité du prolétariat, de la classe ouvrière parisienne. Donc, si vous voulez... ce que le mouvement ouvrier démontre, c'est sa capacité, à proprement parler, à diriger un processus politique. Je crois que, je ne sais pas si tu as utilisé dans ta question le terme d'hégémonie, mais l'hégémonie, ça signifie ça. Ça ne signifie pas simplement, si vous voulez, analyser une composition sociologique et dire, voilà, il y a tant d'ouvriers dans un organisme de direction, il y a, etc., tant d'ouvriers dans la garde nationale. C'est l'affirmation d'une classe à travers ces formes d'organisation qui sont multiples et variées, j'en ai énuméré quelques-unes, mais de diriger véritablement, de s'affirmer comme une force dirigeante d'un processus social. Alors la grande limite de la Commune, c'est qu'elle est restée dans la capitale, donc ça a été un pouvoir révolutionnaire, mais qui n'a pas pu dépasser les limites de cette ville. Il y a eu des insurrections communalistes dans quelques autres grandes villes françaises, et moins grandes d'ailleurs, à Lyon, à Marseille, à Narbonne, au Creusot, à Saint-Étienne, mais elles ont été rapidement réprimées et elles n'ont pas duré plus que quelques jours. Et les campagnes sont restées passives, en fait, pendant la révolution communaliste. Donc, l'union, enfin la capacité de construire une alliance justement entre la paysannerie et le prolétariat des grandes villes, et en particulier le prolétariat parisien, n'a pas pu se matérialiser à ce moment-là. Et en réalité, une bonne partie de la paysannerie, pour ne pas dire la majorité, a soutenu le gouvernement versaillais et avait voté d'ailleurs, cette majorité parlementaire royaliste et bonapartiste, et pour l'essentiel issue du vote des campagnes françaises. Donc cette coupure entre les campagnes et les villes, et entre Paris et le reste de la France, est un élément tout à fait fondamental pour comprendre l'obstacle auquel le mouvement révolutionnaire français, sous la Commune, mais aussi après d'ailleurs, si on regarde l'histoire du mouvement ouvrier, un obstacle essentiel auquel il s'est confronté. Et d'ailleurs, tu reviens pas mal sur cette question-là, sur laquelle tu viens de terminer, sur l'alliance de classe avec la paysannerie comme une question stratégique centrale qui était posée pendant la Commune, qui n'a pas été résolue jusqu'au bout, puisque tu mets dans la partie des documents historiques je ne sais plus si c'est un appel, une lettre au peuple des campagnes, non, quelque chose comme ça, qui a été rédigé par Dmitriev ou Nathalie Lemel, je ne sais plus. Alors, elle a été dirigée en fait par une autre socialiste, André Léo, une pionnière du féminisme socialiste en France, journaliste et participante active de la Commune, qui avait publié d'abord en mars dans un journal, je crois que c'est La Sociale,
cette lettre aux paysans. Et alors, comme Paris était encerclé par les Versaillais et par les Prussiens d'ailleurs, et le gouvernement de Versailles avait coupé toutes les communications entre Paris et le reste de la France pour empêcher la propagation de la fièvre révolutionnaire, eh bien, les communards, ils ont mis des tracts, ils ont publié ce texte sous forme de tracts, ils l'ont mis dans des ballons et ils ont lâché les ballons avec un mécanisme qui les faisait éclater en quelque sorte après un certain temps. Et en fonction de l'orientation des vents, ils ont essayé de diffuser de cette façon cette littérature dans les campagnes. Alors, on sait que parfois certains de ces tracts sont arrivés dans quelques mains, mais vous comprenez bien que ce sont des moyens, certes originaux, mais assez peu efficaces au total. Donc le blocus que le gouvernement versaillais a réussi à instaurer sur Paris a permis aussi, et le contrôle de l'information, qui signifiait que seuls les journaux versaillais en fait circulaient dans le reste de la France, ont pesé très lourd dans ce résultat. Mais, et c'est ça qui est important aussi, je crois, dans la conférence de Londres de l'Internationale en septembre 1871, que le Conseil général dirigé par Marx et Engels convoque, une résolution est prise par l'Association internationale de travailleurs qui comporte 2 points. Enfin, il comporte d'autres points aussi, mais il y en a 2 qui sont particulièrement remarquables et qui sont la leçon, parmi les leçons fondamentales de la Commune de Paris. 1. Créer des sections de l'Internationale dans les campagnes et envoyer justement des groupes militants dans les campagnes pour monter des sections de l'Internationale dans les zones rurales et dans la paysannerie, et 2. Créer des sections féminines. Et Marx, quand il justifie cette proposition, qui se heurte à des réticences, parce que la non-mixité, ça commence, les discussions sur la non-mixité, ça commence déjà à cette époque. Il y a des militants et des cadres ouvriers qui lui disent « Attention, tu vas créer une internationale parallèle, exclusivement féminine, etc. » Et bon, Marx répond, il a dit premièrement, il y a des sections mixtes, et deuxièmement, il dit, vous savez, dans des pays où quand même il y a une population ouvrière féminine significative, les ouvrières sont plus à l'aise pour discuter de leurs problèmes quand elles se réunissent entre elles, déjà. Il répond notamment aux dirigeants, un grand dirigeant du mouvement ouvrier belge, César de Pep, qui s'oppose fermement à la création de sections féminines. Alors ça n'a pas été vraiment suivi des faits, mais ce qui a été suivi des faits, c'est qu'à partir de ce moment-là, dans le mouvement socialiste international, dans le mouvement ouvrier, la question féminine deviendra un objet de discussion permanent, qui ne va jamais sortir, si vous voulez, de l'agenda de discussion du mouvement ouvrier, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et bon, les livres de Bebel, les livres d'Engels, et après le travail de Clara Zetkin dans la social-démocratie allemande joueront un rôle très important à cet égard. Ouais. On n'a pas le temps de développer plus sur cette question, mais je précise pour toutes celles et ceux aussi que ça intéresse qu'il y a beaucoup, que tu reviens pas mal en fait sur ces questions de la place qu'ont joué les femmes et tu disais l'Union des femmes pour la défense de Paris dans la Commune, et que c'est assez intéressant. Alors je voulais poser une autre question, cette fois-ci sur les enjeux plus politiques qui ont lieu pendant la Commune de Paris, puisque c'est une période, tu as commencé à le souligner, d'effervescence politique et de participation populaire aux questions politiques comme il y a rarement eu dans l'histoire, et en tout cas à cette époque-là comme il n'y a jamais eu dans l'histoire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur quelle est cette forme politique dont Marx dira qu'elle est la forme politique enfin découverte, sous laquelle on pouvait réaliser l'émancipation du travail. Concrètement, c'est quoi les expérimentations politiques qui ont lieu, et puis c'est quoi les principes aussi, et dans quelle mesure est-ce que les principes politiques qui animent les communards, les communardes sont suivis des faits ou pas? Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces questions? Oui. Tout d'abord, il faut dire que Marx considère que l'une des principales, quand j'ai parlé auparavant de la capacité de direction de la classe ouvrière, que l'un des principaux acquis de la Commune, et ça il avait de l'information de première main par les militants de l'Internationale avec qui il était en contact, et les émissaires de l'Internationale, qui étaient présents à Paris avant même la Commune, en fait, dès la proclamation de la République. Le Conseil général basé à Londres de l'Internationale envoie un émissaire avec les pleins pouvoirs à Paris, qui est un Français, mais un Français qui vivait à Londres en fait depuis pas mal de temps, Auguste Serraillier, qui était un proche de Marx, et qui va faire le lien, qui va essayer de faire le lien avec d'énormes difficultés de communication entre
Londres et un Paris assiégé, de toute façon, pendant toute cette période. Donc entre septembre 1870 et mai 1871, avec une interruption d'1 mois et demi entre février et mars, Serraillier est à Paris et essaye de faire le lien, on va dire, entre le Conseil général de Londres et les Parisiens. Et il sera rejoint, comme je l'ai dit avant, par Elisabeth Dmitrieff à partir de mars. Donc Marx considère que la capacité de la Commune à faire une alliance avec, on va dire, la petite bourgeoisie parisienne. Alors, quand on dit petite bourgeoisie, c'est une couche très importante de Paris, à peu près un quart de la population active, qui est constituée de petits commerçants, artisans, petits patrons, mais un monde populaire en réalité très proche du monde ouvrier. Et avec des mesures sociales comme par exemple le décret sur les loyers et le décret sur les échéances, c'est-à-dire sur si vous voulez, les remboursements des prêts qui étaient dus justement par ces petits commerçants et qui étaient dans les conditions du siège et les difficultés économiques de l'époque, une question tout à fait cruciale. Donc en permettant de reporter et d'échelonner ces remboursements d'une façon très favorable justement à tous ces petits artisans, petits commerçants, etc., la Commune a réussi à cimenter une alliance, un bloc populaire urbain, dirigé donc par le mouvement ouvrier, mais qui incluait aussi un très large secteur de la petite bourgeoisie. Alors, ces dimensions donc de la participation populaire est vraiment une dimension large. D'ailleurs, Marx utilise le mot populaire pour parler de la réalité du Paris communard aussi souvent que le terme ouvrier et prolétaire. C'est pour montrer justement cette réalité en construction, qui est une réalité pas simplement sociologique, mais une véritable construction politique qui s'opère à ce moment-là. Alors, le mot-clé, en fait, de la Commune, c'est celui que Marina vient de mentionner, qui est la participation. Alors, je vous lis juste une phrase d'un texte qui est inclus bien sûr dans le recueil et qui est la déclaration au peuple français, qui est un peu le manifeste programmatique de la Commune, qui a été approuvé à l'unanimité d'ailleurs par le Conseil de la Commune le 19 avril. Et l'une de ces phrases dit « L'intervention permanente des citoyens dans les affaires communales par la libre manifestation de leurs idées, la libre défense de leurs intérêts. Garantie donnée à ces manifestations par la Commune, seule chargée de surveiller et d'assurer le libre et juste exercice du droit de réunion et de publicité. » Et juste après, l'organisation et la défense urbaine de la garde nationale, qui élit ses chefs et veille seule au maintien de l'ordre dans la cité. Et juste avant, sont énumérés le principe du choix par l'élection ou le concours, avec la responsabilité et le droit permanent de contrôle et de révocation des magistrats ou fonctionnaires communaux de tous ordres. Et ce qui est valable, ce qui voulait être valable pour les fonctionnaires, était aussi valable et a fortiori valable pour les élus qui de toute façon ne sont pas nommés par concours comme certains fonctionnaires, mais par définition élus donc révocables. Alors donc c'est cette dimension de construire une forme politique qui stimule et encourage la participation et l'autogouvernement populaire. C'est ça le véritable, le fil rouge, si vous voulez, de la Commune en tant que forme politique. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique, premièrement, une rupture avec l'appareil d'État existant. Et ça, Marx, la Commune va lui permettre d'approfondir considérablement une idée qu'il avait commencé en fait à entrevoir peu avant, quand il étudiait le régime bonapartiste et les conditions de son installation. Et ce que Marx avait commencé à comprendre, c'est que contrairement à ce qu'il envisageait avec Engels dans le manifeste du Parti communiste, le pouvoir révolutionnaire ne peut pas simplement s'emparer de l'État et utiliser la machine étatique telle qu'elle. Il faut une rupture, pas simplement avec le régime politique qui existe avant, régime politique bonapartiste ou républicain bourgeois ou monarchique, etc., mais une rupture plus profonde qui concerne l'infrastructure matérielle de l'État, proprement parler. Alors, qu'est-ce que ça signifie plus concrètement ? Ça signifie premièrement une rupture avec les appareils répressifs de l'État. Et Marx insiste beaucoup sur ce qui a été le premier décret de la Commune. Au moment de la prise de fonction du Conseil de la Commune, juste après la proclamation de la Commune,
le premier décret, c'est l'abolition de l'armée régulière et son remplacement par la garde nationale, c'est-à-dire par le peuple en armes, avec garde nationale auto-organisée selon les principes que j'ai mentionnés auparavant. Donc, dissolution des appareils répressifs, dissolution de la police telle qu'elle existait, réorganisation sous la responsabilité d'élus de la commune, réforme de la justice avec notamment la gratuité, mais qui n'a pas pu, faute de temps, être matérialisée, et principe d'élection, double principe si vous voulez, hein, je viens de dire la phrase, élection et ou nomination sur concours des fonctionnaires avec droit de révocation. Alors là encore, il faut être clair, hein, la commune a duré 72 jours. Elle a à peine eu le temps d'organiser quelques concours. Aucun fonctionnaire n'a été élu. Mais la véritable prouesse de la commune, c'est d'avoir quand même réussi à faire fonctionner les services publics parisiens, malgré le sabotage du gouvernement versaillais, qui avait interdit à tous les fonctionnaires communaux ou d'État d'ailleurs, hein, à obéir à quelque ordre que ce soit des nouvelles autorités communalistes. Et beaucoup de fonctionnaires soit ont refusé de le faire, soit ont quitté Paris pour se réfugier à Versailles. Mais même avec un personnel réduit, et d'ailleurs parfois tant mieux avec un personnel réduit, les services publics ont réussi à fonctionner. Et même les adversaires de la commune qui étaient restés dans le Paris communard ont relevé à leur grande surprise que la vie quotidienne et les services publics continuaient à fonctionner comme avant, hein, malgré ces conditions incroyables d'une ville assiégée de tous les côtés et avec une guerre que les Versaillais commencent dès le début avril, quelques jours seulement après le début de la Commune. Hein. Donc l'idée, si vous voulez, c'était de rompre avec l'esprit bureaucratique et la structure bureaucratique de l'appareil d'État tel qu'il existait, d'organiser ou de réorganiser des institutions avec des modalités de contrôle populaire. Et alors, dernier élément, ce qui est valable pour l'appareil d'État était a fortiori valable pour les institutions de la représentation politique, à commencer par le Conseil de la Commune. Et là, il y a trois principes que la Commune a essayé d'instaurer, sans les concrétiser vraiment. La révocabilité, le mandat impératif, qui va de pair avec la révocabilité, si vous voulez. Hein. Donc le mandat impératif, je précise, hein, ce n'est pas une procédure spécifique. Hein. Les élections du 26 mars ont été des élections d'une certaine façon ordinaires, hein, comme pourrait dire un conseil municipal, si vous voulez, à Paris. Il y a eu une campagne électorale, évidemment très vive, hein, avec beaucoup de réunions, une grande effervescence populaire, etc. Mais c'était une campagne relativement classique. Mais par mandat impératif, l'idée était d'empêcher que les représentants renient leurs engagements et ce pourquoi ils ont été, puisque ce n'étaient que des hommes, ils ont été élus. Et donc, la modalité concrète pour permettre à ce principe de s'appliquer réellement, c'est la révocabilité. Et troisième modalité, c'est la publicité des débats, bien sûr. Alors, la publicité des débats n'est pas allée de soi. Hein. Le Conseil de la Commune, vu les circonstances précisément du siège, et vu la guerre, les opérations militaires que les Versaillais avaient commencées, a été réticent dans un premier temps à rendre public ces discussions et ces délibérations. Mais ça a été fait. Et à partir de la mi-avril, le journal officiel de la Commune publie tous les jours un compte-rendu des débats de la réunion de la veille, qui sont très vifs et qui donc permettent à la population parisienne de suivre au jour le jour ce que les élus proposent, discutent, quelles sont les positions qu'ils défendent pendant les délibérations et bien sûr comment est-ce qu'on arrive aux décisions qui sont prises. Même si certaines séances, notamment celles qui concernaient des décisions de type militaire, hein, parce que là encore, hein, la commune, c'est avant tout un corps militaire, hein, c'est une commune combattante, hein, c'est une force qui se bat, qui est obligée de se battre contre justement une armée versaillaise bien décidée à lui faire la peau. Donc là, évidemment, il y a des questions, si vous voulez, qui ne peuvent pas être rendues totalement publiques et transparentes. Donc voilà quelles sont les trois modalités qui seront par la suite reprises, notamment à partir de l'État et la Révolution de Lénine, comme des formes d'institutionnalisation du contrôle populaire et de réorganisation des institutions politiques et administratives dans un esprit qui permet justement d'instaurer l'autogouvernement du peuple.
Super. Alors j'allais te poser une question sur comment est-ce que la Commune de Paris, finalement, c'est aussi un moment important dans la trajectoire politique et stratégique de Marx, et notamment où il reprend à nouveau frais sa réflexion à propos de l'État. Tu as commencé un peu à esquisser, je ne sais pas si est-ce que tu veux développer sur cette question un peu, Je crois qu'on peut revenir pendant la Voilà, discussion. C'est ce que j'allais dire, parce que tu as déjà esquissé, à mon avis, les idées importantes. Alors, je voulais te poser une question. Donc, tu l'as mentionné, la Commune de Paris, c'est une expérience, donc voilà, extrêmement riche, extrêmement intense, mais qui ne dure que 72 jours, qui va se terminer dans un bain de sang absolument horrible, terrible. Enfin, c'est vraiment une des expériences de répression la plus acharnée que connaît l'histoire de France. On avait organisé au tout début du 150e de la Commune de Paris une présentation de livres, et on avait discuté avec Michel Audin, qui a fait un travail qui montre qu'aujourd'hui encore il est proprement impossible de savoir quel est le nombre de morts qui ont été faits par les Versaillais dans Paris, tellement il y a eu une bataille des chiffres des entreprises, toute une tentative de cacher le nombre de morts qui a été fait. Et donc, bon, forcément, la manière dont la Commune s'est terminée, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'il aurait été possible de faire autrement. Et donc la question finalement que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'on trouve chez Marx et Engels des réflexions sur précisément quels enseignements est-ce qu'ils tirent, comment est-ce qu'on aurait pu gagner davantage de temps, comment est-ce qu'on aurait pu ou pas éviter ce bain de sang et cette défaite. Bien, alors deux mots sur cette répression. Le chiffre qui a été longtemps retenu, même si d'autres chiffres ont été avancés, bon, parfois aussi à un but, si vous voulez, polémique ou disons déclamatoire de la part du mouvement ouvrier. Il y a la chanson sur la semaine sanglante qui parle de 100 000 morts, par exemple. Bon, un chiffre qui apparaît comme relativement réaliste est celui de 30 000. C'est celui qui a été avancé non pas par un communard, mais par un républicain qui n'avait pas du tout participé à la Commune, qui était même un adversaire politique de la Commune, mais qui 10 ans après milite en faveur de l'amnistie des communards. Donc il s'appelait Camille Pelletan. Et Camille Pelletan, 10 ans après, essaye de recueillir un maximum de témoignages et de documents pour faire justement, pour plaider la cause de l'amnistie des communards. Je rappelle que donc les communards étaient, plusieurs milliers avaient été déportés pour l'essentiel en Nouvelle-Calédonie, plusieurs milliers étaient proscrits à l'étranger, et donc c'était pour donner, pour permettre de clore ce chapitre. Et Camille Pelletan, sur la base donc de ces indices, et Michel Audin, dont Marina vient de parler de son livre, a revu, si vous voulez, a refait le parcours de Camille Pelletan pour trouver que c'était un travail très sérieux et tout à fait valide dans ses conclusions, avance le chiffre de 30 000. Ce qui est très important, c'est pas simplement cette boucherie effroyable, de dizaines de milliers de morts, y compris des mineurs. Bien sûr, beaucoup de femmes, entre un quart et un tiers à peu près des victimes. Cette boucherie énorme, donc, qui a été une véritable saignée dans la population ouvrière parisienne, et en particulier, bien sûr, parmi les militants et les militantes du mouvement ouvrier. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est deux choses que le travail historien a mis en évidence. Premièrement, il ne s'agissait pas, comme on l'a souvent cru, simplement d'une sorte de massacre à chaud, si vous voulez, d'une troupe déchaînée de soudards, de Versaillais ivres ou simplement fanatisés, etc. C'était un massacre qui a été, pour l'essentiel, soigneusement planifié par les officiers et par l'état-major, MacMahon et le reste. Et c'est très important de le souligner, la plupart de ces officiers, à commencer par MacMahon, avaient fait leur classe, si j'ose dire, où ? En Algérie. Et Gustave Lefrançais le dit dans ses textes, on a fait subir aux prolétaires parisiens ce qu'on avait fait subir aux Arabes.
c'est-à-dire aux Algériens pendant la guerre de conquête coloniale de l'Algérie, qui, vous le savez, a été une guerre extrêmement sanguinaire qui s'est étalée sur des décennies. Il n'y a pas de contrôle véritable du territoire algérien avant les années 1880, même pendant la Commune d'ailleurs. En réalité, c'est la répression de la révolte de Mokrani, qui est contemporaine tout à fait de la Commune, qui permet à l'armée de contrôler la Kabylie, qui pour l'essentiel d'échapper à son contrôle. Donc c'est une armée qui est déjà entraînée à exercer une violence exterminatrice contre les colonisés, qui se retourne cette fois contre les prolétaires, comme elle avait déjà fait d'ailleurs en juin 1948, qui était, si vous voulez, une sorte de répétition générale du massacre de la semaine sanglante. Donc c'est un massacre soigneusement planifié. Donc il y a eu bien sûr des sortes d'exactions à chaud, mais l'essentiel s'est fait par les fameuses cours martiales devant laquelle les gens qui étaient arrêtés, et étaient arrêtés n'importe qui. Alors regardez, il suffisait d'avoir des traces de pavés ou de poudre sur les mains, ou simplement d'être chaussé des bottes dites godillots, qui étaient celles des gardes nationaux, mais qui avaient été distribuées aussi plus largement parmi les défenseurs de la Commune. Il suffisait d'avoir des godillots pour être fusillé sur le champ. Et les perquisitions, les razzias dans les immeubles ont duré, et les exécutions dans Paris ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines même après la fin de la semaine sanglante. Donc un véritable ratissage de la population parisienne, et des exécutions qui se sont poursuivies pendant des jours et des jours. Deuxièmement, et c'est ça la modernité, si vous voulez, de ce massacre, qui nous renvoie à d'autres types de violences exterminatrices de la modernité, on a tout fait pour effacer les traces de ce massacre. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui calculer le nombre de morts. C'est qu'on a tout fait pour effacer les traces, dissimuler les traces. Donc, fosse commune, morts apportés par charretées entières dans les cimetières, cadavres incinérés dans les fortifications de Paris, brûlés à la chaux, enterrés dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, dans le square du Châtelet, sous la tour Saint-Jacques, par centaines, dans le jardin du Luxembourg, partout, les cimetières évidemment, mais beaucoup dans les fortifications, qui, vous le savez, ont été rasés. Dans les fours, on a fait fonctionner les casemates des fortifications comme des fours pour brûler les cadavres par centaines. Donc un effort systématique pour cacher les traces de ce massacre. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de terroriser bien sûr la population parisienne et en même temps dissimuler le crime. Donc c'est ça le traumatisme. Le traumatisme, si vous voulez, il est double, et on le sait, c'est évidemment le traumatisme de tous ceux qui ont subi cette violence exterminatrice, mais c'est aussi la violence exterminatrice pour ceux qui l'ont exercée et qui ont voulu après couvrir les traces, les effacer pour évidemment montrer un visage présentable du régime érigé sur le sang des communards, qui est le régime, en fin de compte, républicain de la France. Et c'est la raison pour laquelle, jusqu'au livre de Michel Audin, il n'y a pas eu de monographie sur la semaine sanglante publiée entre les livres de Camille Pelletan, côté, si vous voulez, on va dire, républicain progressiste, ou Maxime Ducamp, ça c'est le récit versaillais, et voilà le livre de Michel Audin maintenant. Donc pendant quasiment un siècle, rien en termes de monographie sur la semaine sanglante, et une réticence énorme, même si évidemment, y compris du côté du mouvement ouvrier, de s'affronter et d'étudier véritablement cet épisode. Alors les erreurs de la Commune et ce qui aurait pu être fait pour éviter. Bon, là, il y a toute une réflexion, si vous voulez, qui est menée par Marx et Engels, à la fois dans la foulée immédiate de l'événement. La guerre civile en France, qui a été publiée, pas comme un écrit individuel de Marx, même si elle est entièrement de la plume de Marx, mais comme l'adresse de l'Association internationale des travailleurs. Et donc ça a été diffusé, ça a été un très gros succès d'ailleurs en termes de diffusion. Ça a été l'écrit le plus diffusé de Marx jusqu'à ce moment-là. Et sans doute l'écrit le plus diffusé de son vivant, avec le manifeste du Parti communiste qui n'a commencé à être réédité que quelques mois après. Donc Marx, dans la guerre civile en France, met le doigt sur le fait que la Commune aurait dû faire preuve d'une détermination et d'un esprit offensif plus affirmé, notamment en marchant directement sur Versailles
avant que les Versaillais n'aient le temps de réorganiser leur armée. Alors ça, c'est pas une idée, si vous voulez, que Marx sort de sa tête, hein. C'est une discussion qui avait eu lieu déjà à l'intérieur même du Conseil de la Commune. Les éléments les plus combatifs et les plus déterminés, notamment les blanquistes, disaient, dès la prise du pouvoir, il faut marcher directement sur Versailles pour ne pas laisser le temps. Donc il y a eu des tergiversations, et cette sortie vers Versailles ne se fait que le 3 avril, et entre-temps, les Versaillais avaient déjà eu le temps de commencer à se réorganiser, et en plus, cette sortie était elle-même très mal préparée et organisée. Deuxième point fondamental, mais qui n'est pas évoqué dans la guerre civile en France, mais dans des textes ultérieurs de Marx et d'autres communards, le fait que la Commune n'ait pas saisi les coffres de la Banque de France, n'ait pas mis la main sur la Banque de France. Et il y a un article extrêmement intéressant que vous trouvez facilement sur le net, il a été repris par plusieurs sites, notamment celui de Contretemps, du CADTM, d'Éric Toussaint, qui montre que justement les réticences de la Commune de mettre la main et de contrôler le pilier finalement financier, hein, du régime bourgeois, c'est-à-dire la Banque de France, a pesé très lourd dans les résultats. Alors, ce n'est pas simplement l'or, si vous voulez, c'est-à-dire les liquidités de la Banque de France, hein, qui n'ont été données qu'au compte-gouttes aux autorités communales. Ce n'est pas simplement parce qu'une grande partie des réserves, d'ailleurs, avaient été évacuées vers la Bretagne, vers Brest. Non, l'essentiel, c'était qu'en contrôlant cette institution, on mettait un levier et on permettait d'exercer une pression énorme sur le gouvernement versaillais. Hein. C'est-à-dire, Engels dit dans l'un des textes ultérieurs, il dit la Banque de France, contrôler la Banque de France, ça valait 10 000 otages versaillais. Voilà. Donc, il y a eu un légalisme de la Commune vis-à-vis de la principale institution financière qui était restée dans le Paris sous le contrôle de la Commune, qui a pesé très lourd. Donc, l'une des conclusions qu'en réalité le mouvement ouvrier a tiré, mais Lénine avec une force particulière, c'est qu'une révolution, la fenêtre d'opportunité pour une victoire révolutionnaire ne dure pas longtemps. Il faut agir à un moment décisif. Et les communards ont fait preuve de tergiversation pendant ce moment-là, raison pour laquelle d'ailleurs Lénine, avant 1917, dans ses textes, considère la Commune, il n'est pas le seul hein, dans le mouvement ouvrier de l'époque, comme un contre-exemple pour le mouvement révolutionnaire. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas du tout un contre-exemple du point de vue de la Commune en tant que forme politique, et d'ailleurs, Lénine, à ce moment-là, en 1907 par exemple, quand il écrit ce texte, n'a pas étudié véritablement les textes de Marx sous cet angle-là, si vous voulez, hein, sous l'angle de l'État, de qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir révolutionnaire et de sa rupture. Ça, c'est une discussion, une discussion qu'il va commencer à faire à chaud en 1917, en prenant des notes, et puis après, en écrivant l'État et la Révolution. Mais ce qu'il retient, et il n'est pas le seul bien sûr, c'est que la Commune a fait preuve de tergiversation. Mais il n'est pas le seul, hein. Louise Michel, quand elle rentre d'exil en 1880, elle est accueillie par une foule enthousiaste, elle fait une première conférence à Paris, et elle dit « Notre erreur principale, nous avons été trop gentils, nous avons été trop généreux, on nous a brisé le corps, on ne nous y reprendra plus. » Hein. Donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez, que c'est aussi l'une des leçons essentielles de la Commune. Alors, une dernière question, et ensuite je propose qu'on passe... Ouais. Oui, mais enfin, je pense que ça va. On fait une dernière question, ça vous va? Oui, je vois que tout le monde, de toute manière, regarde avec beaucoup d'intérêt. Alors, la dernière question que je voulais te poser, c'est donc toujours dans cette continuité des enseignements et des leçons qui ont été tirées par Marx et Engels, mais cette fois-ci peut-être sur un temps plus long, c'est-à-dire comment est-ce que... quels sont les enseignements et les leçons stratégiques qui sont tirées par Marx et Engels pour les révolutions à venir, et notamment tu mentionnes dans ton texte une conférence dont tu as parlé aussi là tout à l'heure, la conférence de Londres, donc de l'AIT, qui a lieu à l'automne 1871, donc juste après l'événement, la Commune de Paris, et finalement ça va être l'occasion pour Marx et Engels de repasser à l'offensive sur des discussions qui traversent le mouvement ouvrier déjà avant la Commune, et notamment toutes les discussions qui ont lieu avec les anarchistes sur la question de la nécessité de la lutte politique pour la classe ouvrière, et sur la nécessité de s'organiser en parti indépendant. Alors, et puis,
Bon, et puis par ailleurs, tu mentionnes d'autres réflexions stratégiques qui sont esquissées par Marx, la question des femmes, tu l'as mentionné, la question de la paysannerie, enfin voilà, tout un tas de questions. Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles tu voudrais revenir pour clôturer cette présentation? Oui, alors deux points simplement brièvement. Le premier, c'est que des divergences qui déjà couvaient et qui avaient déjà commencé à être discutées en fait lors des précédents congrès de l'Internationale vont éclater au grand jour dans la foulée de la Commune et vont conduire d'ailleurs un an après la Commune à la scission et en réalité à la fin de l'Association internationale des travailleurs, donc à la scission entre, pour schématiser, les partisans de Marx et d'Engels d'un côté et les partisans de Bakounine, donc ce qu'on n'appelait pas encore, hein, le terme n'apparaît que par la suite, les anarchistes. Hein. Eux-mêmes s'appelaient Bakounine à l'époque d'ailleurs, s'auto-désigne comme socialiste révolutionnaire ou peu après socialiste anti-autoritaire. Hein. Le mot anarchisme va émerger vers la fin de la décennie 1870 et par la suite. Donc, le cœur, si vous voulez, de la différence, c'est que pour Marx et Engels, après la Commune, s'ouvre un nouveau cycle pour le mouvement ouvrier. Et il faut bien comprendre que ce que certains historiens ont dit, la Commune est la dernière des révolutions parisiennes du XIXe siècle, est quelque chose qui était assez en fait largement partagé par tout le monde. C'est-à-dire tout le monde comprend, si vous voulez, que la Commune est la dernière insurrection parisienne du type 1830, 1848, 1871. Et qu'à partir de là, on entre dans un cycle dans lequel l'action politique et les formes d'organisation du mouvement ouvrier sont amenées à évoluer considérablement. Deux enseignements pour Marx. Le premier, c'est que l'internationale doit changer de forme et devenir, pour aller vite, une internationale de parti, c'est-à-dire la centralité, c'est l'action politique de la classe ouvrière organisée dans des partis distincts. Donc c'est l'idée, si vous voulez, qu'à partir la Commune marque un moment de séparation irrévocable entre le camp bourgeois, y compris radical, ce qui n'était pas évident auparavant. Le camp républicain en France est quelque chose qui désignait couramment à la fois des socialistes, mais aussi des républicains, y compris des républicains radicaux, avec des positions intermédiaires, etc. Bon, là, la Commune entraîne, si vous voulez, c'est la ligne de partage des eaux entre ces deux cas. Donc, l'organisation indépendante du mouvement ouvrier, ça c'est quelque chose qui est partagé, y compris par les anarchistes, parenthèse. Mais Marx dit, cette organisation autonome et indépendante doit prendre la forme de parti politique. Deuxièmement, là où c'est possible, c'est-à-dire dans des pays comme l'Angleterre, plus précisément, la France, la Hollande, dans des pays donc où on commence à avoir soit le suffrage universel, enfin généralisé masculin, soit quelque chose qui tend vers le suffrage généralisé masculin, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas en Angleterre, il faut investir le terrain électoral. Et à partir de là, Marx et Engels vont se tourner en particulier vers ce qui deviendra le parti ouvrier socialiste le plus important et celui qui servira de modèle en réalité pour le mouvement ouvrier socialiste international de l'époque, c'est-à-dire le Parti social-démocrate allemand, vers la problématique d'une conquête du pouvoir, de l'accès au pouvoir par les élections, par la formation d'un gouvernement socialiste ou d'un gouvernement ouvrier. Alors, pour dissiper de possibles malentendus, car il y a eu une réappropriation, si vous voulez, après, notamment par certains dirigeants de la Deuxième Internationale, par l'aile droite, et puis après par la social-démocratie, après 1914, de ces textes de Marx et d'Engels, dans un sens pour aller vite réformiste, ça ne veut pas dire pour Marx et Engels que si la tactique insurrectionnelle de type 1830, 1848, 1871 n'est plus répétable en tant que telle dans ces conditions-là, auxquelles il faut ajouter aussi le fait qu'il parle d'une séquence qui ne se déroule pas dans un contexte de guerre, ou en tout cas de guerre généralisée, très très important. On pourra revenir, si vous voulez, pendant la discussion sur l'importance du lien guerre-révolution, et du fait que d'ailleurs la commune et l'insurrection communaliste ne peut être comprise que dans le cadre
de la situation créée par la guerre franco-prussienne. Il en sera de même, bien entendu, pour la séquence révolutionnaire 1917, 1921, 22. Donc, l'accès par des voies électorales d'un parti ouvrier socialiste au pouvoir ne signifie pas que le processus sera pacifique ou qu'il se déroulera par les moyens parlementaires. Il signifie que, parce qu'aucune classe dominante, et surtout pas la bourgeoisie ou la classe capitaliste, ne va céder le pouvoir pacifiquement et de bon cœur et de bonne volonté en se pliant sous l'expression d'un verdict électoral. Cela signifie qu'elle va, par des moyens violents, se rebeller contre ce gouvernement ouvrier ou ce gouvernement socialiste. Et Marx, déjà dès la guerre civile en France, pour désigner les Versaillais, et dans tous les textes qu'il écrira par la suite, et Engels aussi, vont parler de rébellion esclavagiste. Alors le terme peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il veut dire par rébellion esclavagiste? Mais il faisait immédiatement sens pour les lecteurs de l'époque. Pourquoi? Parce qu'on était à peine quelques années après la guerre de sécession américaine. Et n'oublions pas, la première internationale, le mouvement ouvrier, avait milité de façon extrêmement active pour soutenir le Nord républicain et Lincoln contre le Sud esclavagiste. Il y a une lettre enthousiaste d'ailleurs écrite par Marx, envoyé par Marx au nom de l'Internationale à Abraham Lincoln en lui disant que la victoire du Nord et l'abolition de l'esclavage est le premier pas vers l'émancipation des travailleurs aux États-Unis et dans le reste du monde, ce en quoi il faisait sans doute preuve d'un optimisme excessif. Mais c'est pour vous dire que la rébellion esclavagiste voulait dire quelque chose de très précis, que Marx d'ailleurs va préciser dans les textes où il commente les discussions du Parlement allemand autour des lois antisocialistes. Il va dire que c'est une rébellion contre un gouvernement socialiste et qui est arrivé par des moyens légaux et qui doit bien entendu utiliser de la force, comme Lincoln et le Nord l'a fait, pour mater une rébellion esclavagiste. Donc la violence contre-révolutionnaire est aussi une violence qui est dirigée contre un appareil d'État qui, certes, n'a pas été bouleversé en tant que tel, mais où certaines de ces institutions ont changé de main par le jeu des élections et du suffrage. Là encore, il faut préciser que ce n'est bien entendu une stratégie qui n'est possible que là où les conditions d'élection et de compétition électorale sont valables. Mais c'est un réalignement majeur qui va bien entendu provoquer des débats intenses dans le mouvement ouvrier avec les anarchistes classiques et le syndicalisme révolutionnaire. J'ai oublié d'en parler, mais en France, ça pèse très lourd. Le syndicalisme révolutionnaire est aussi la grande option, si vous voulez, avec une partie du mouvement libertaire qui va refuser ou qui va se distancier de l'action directe et notamment des attentats, etc., et entrer dans une logique d'investir le mouvement syndical. Et ça va conduire à la création de la CGT, en réalité, qui va être dominée précisément par le syndicalisme révolutionnaire. Et ce syndicalisme révolutionnaire est violemment antiparlementaire et s'oppose violemment aux partis politiques socialistes, que ce soit le parti de Jules Guesde en France, le Parti ouvrier français qui se réclame du marxisme, ou la social-démocratie allemande, qui est le parti phare du mouvement ouvrier de l'époque, en disant que c'est déjà en quelque sorte la voie parlementaire et donc la compromission avec la bourgeoisie qui est suivie. Donc voilà, si vous voulez, des discussions qui nous ramène, je crois, vers le présent et vers des choses avec lesquelles nous sommes d'ailleurs assez familiers, entre ceux qui acceptent l'action politique, entre la discussion sur les moyens d'action et les options stratégiques de cette action politique, et ceux qui refusent justement l'action politique et veulent investir d'autres terrains, jugeant que ce n'est qu'ainsi qu'on peut précisément signifier une sorte de séparation radicale avec le système et le régime existant, et donc lutter pour son renversement. Voilà.